Bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Sekou Koulibaly. Donc, je suis chargé de recherche au CEREMA. Au CEREMA de Nancy. Je vais vous parler aujourd'hui d'un projet de recherche que nous avons mené lors de mon post-doctorat AgroParisTech ici avec plusieurs collègues dont les noms sont affichés. Et donc, ces projets s'intitulent Évaluation de la biodiversité générée par les toitures végétalisées en milieu urbain. Je précise que ce projet a été financé par la Fondation des solidarités urbaines, ex-Paris Habitat, et qui aussi a été soutenu par le Lab Recherche Environnement de Vinci. Alors, ma présentation aujourd'hui va se faire sur en trois temps. Donc, d'abord, je vais parler d'un cadre conceptuel. Ensuite, je vais faire une revue de la littérature. Et pour finir, je finirai par effectivement un cas pratique avec une étude expérimentale que nous avons menée. Donc, comme on le sait tous, le milieu urbain est un milieu très contraignant pour la biodiversité, notamment à travers la fragmentation des habitats donnant lieu à des petits espaces de vie, l'artificialisation des sols qui va entraîner effectivement des pollutions, notamment des pollutions au niveau du sol, mais aussi au niveau d'autres paramètres comme l'eau, l'air, qui va créer aussi effectivement des bulles d'air tropicales. Et finalement, donc on s'attend effectivement qu'il y ait effectivement beaucoup de pression sur la biodiversité. Donc notamment, on parle souvent d'une forte homogénéisation biotique, c'est-à-dire tout simplement qu'on va avoir les mêmes espèces végétales dans le milieu urbain, ce qui va entraîner effectivement une perte de diversité. Et donc, finalement, à mesure que le milieu urbain, ou en tout cas la population urbaine continue d'augmenter, donc il est nécessaire de conserver la biodiversité des sols. Et donc, pour pallier ces effets, effectivement, donc une des solutions qui a été mise en place effectivement pour repenser ces milieux urbains, c'est de végétaliser les espaces inutilisés, comme par exemple les pieds des bâtiments ou sur les bâtiments au niveau des toitures végétalisées. Parce que par exemple, en installant ces nouveaux espaces, cela va entraîner effectivement une augmentation de connectivité entre les différents espaces. Donc, on parle souvent de continuité écologique. Parce qu'effectivement, on va avoir un certain flux entre les différents sites, donc ce qui peut entraîner effectivement une augmentation de la biodiversité ou même une conservation de la biodiversité urbaine. Et donc, une fois qu'on a cette augmentation de la biodiversité, effectivement, on s'attend à ce qu'il y ait une exécution simultanée de plusieurs fonctions, notamment, par exemple, la réduction des ruissellements, les îlots des chaleurs, mais aussi le recyclage des éléments nutritifs. Et ça, c'est très bien, effectivement. Maintenant, on se pose la question, les liens maintenant entre la biodiversité et les toits végétalisés. Parce que finalement, les relations ne sont pas aussi évidentes. Si, par exemple, on voit que les toits diffèrent des autres espaces urbains, notamment au niveau du sol, parce qu'il y a effectivement une moindre accessibilité pour les espèces à faible dispersion, par exemple, comme les vers de terre. Aussi, sur les toits, on va souvent retrouver des surfaces souvent plus réduites, avec une structure du sol là, qui est préfabriquée, donc comme l'ont précisé les collègues précédents. Mais aussi dans la littérature, effectivement, on voit finalement beaucoup de choses, notamment que la différence entre les toits et les espaces urbains au niveau du sol. Pour un même taxon étudié, par exemple, on voit qu'effectivement, on s'attend à avoir des résultats contradictoires. Par exemple, Sanchez et ses collaborateurs en 2020 ont montré que les toits vont avoir moins de richesses spécifiques et d'abondance d'arthropodes comparé aux espaces urbains. Donc, effectivement, c'est ce que moi je crois aussi. Mais derrière, donc étonnamment, on a vu que d'autres auteurs ont montré des résultats contradictoires, voire plutôt qu'on va avoir plutôt de biodiversité, en tout cas d'arthropodes, beaucoup plus d'arthropodes sur les toits que sur les milieux au niveau du sol. Donc, à ces niveaux-là, donc on s'est dit effectivement que la biodiversité des toits mérite d'être évaluée de manière systématique.
Et donc, pour cela, on s'est amusé un peu à faire une review systématique dans le même principe que Julia. Et donc, on a combiné différents mots-clés, on a mis dans Web of Science et on a sorti 2392 articles. Et derrière, donc, on a fait un tri pour finalement garder 154 articles qui, l'objectif premier, c'était donc de faire un état des connaissances en termes de recherche et d'indicateurs utilisés pour évaluer la biodiversité des toitures végétalisées, mais aussi identifier les lacunes en termes de connaissances et d'explorer les facteurs d'influence de la biodiversité. Et donc, très rapidement, donc, effectivement, on a observé différentes lacunes. Donc, d'abord, d'ordre géographique. Effectivement, on voit que, comme Julia l'avait précisé, on retrouve finalement les mêmes choses. Les études menées dans les pays de l'hémisphère nord, donc, représentent beaucoup à ce niveau-là. Donc, notamment pour la partie, quand on regarde l'Amérique du Nord, mais aussi dans les pays européens. Donc, on voit beaucoup plus de publications. Mais finalement, donc, on voit que, par exemple, en Afrique, il y a très peu de publications, voire aucune publication. Donc, c'est assez commun de manière générale dans ces continents qu'il y a très peu de données par manque de financement, mais aussi par manque de laboratoires. C'est pourquoi d'ailleurs, je précise ici avec Christine Aubry, on organise les journées internationales francophones des agricultures urbaines au Sénégal dans un mois, voilà. Et donc, l'idée de faire ces journées, c'est aussi de permettre aux acteurs locaux, donc de réfléchir à un programme ou en tout cas des programmes de recherche qui vont finalement essayer de connecter un peu les acteurs en Europe et puis c'est en Afrique aussi. On va continuer effectivement sur les lacunes. Donc, on voit que finalement, c'est quand même aussi un sujet récent parce que les premières publications sont apparues dans les années 95 et on voit une nette amélioration à partir des années 2010 sur les toitures végétalisées en orange. Et aussi, comparé à la biodiversité au niveau à la biodiversité urbaine, donc on voit que la part des recherches sur la biodiversité des toitures reste rare et représente moins de 2% du nombre total des publications sur la biodiversité urbaine. Donc, ce qui représente effectivement une faiblesse de connaissances sur ces sujets. Et taxonomiquement parlant, donc effectivement, sans surprise, on voit que la biodiversité aérienne est la plus étudiée, avec notamment les plantes, les invertébrés aériens, mais aussi les vertébrés aériens. Et donc, voilà, la biodiversité souterraine, elle reste très peu étudiée, alors que selon une étude récente, donc elle représente à peu près 59% de la diversité terrestre. Il y a 20 ans, on parlait effectivement de 25%, mais voilà, en 2023, là, on parle plutôt de 59% de la diversité terrestre. Donc, ce qui représente quand même une méconnaissance de cette biodiversité. Et après, voilà, donc on a essayé de classifier effectivement les 154 articles en catégorisant, en donnant trois grandes catégories, à savoir la caractérisation, c'est-à-dire que les articles vont, les auteurs vont finalement dire que les toits représentent effectivement un habitat pour la biodiversité, et ces publications vont sur la diversité taxonomique, donc pour parler effectivement des indicateurs, mais la diversité fonctionnelle ou d'autres indices comme présence-absence sont moins étudiés. Et en termes d'usage, donc effectivement, donc ça c'est la deuxième catégorie. Donc les auteurs vont finalement comparer les types de toits entre eux, mais aussi ils vont comparer les types de toits avec les habitats urbains au niveau du sol. Et donc effectivement, on rencontre effectivement des résultats assez variables avec ces genres de comparaison. Et une troisième catégorie qu'on a observé, c'est plutôt sur la conception, notamment plusieurs facteurs de conception, donc notamment les substrats, les plantes, les espèces végétales, l'irrigation, la surface, la hauteur des bâtiments, l'entretien, mais aussi les vieillissements au niveau des toits.
effectivement, ces auteurs essayent quand même de conseiller, de combiner ces différents facteurs pour mieux expliquer effectivement les variations qu'on peut observer, par exemple, dans les modes d'usage. Et donc, pour faire un petit résumé sur cette revue systématique, donc on voit qu'effectivement, les toits, quand même, sont des habitats pour la biodiversité. Même si aujourd'hui, on a quand même beaucoup de données qui manquent. Donc, on voit qu'il y a plusieurs lacunes. Plusieurs facteurs liés à la conception vont influencer notamment la biodiversité. Et donc, en termes de perspective de recherche, on souhaite effectivement travailler effectivement sur des facteurs liés à la conception et bien renseigner effectivement ces facteurs liés à la conception dans les articles pour minimiser effectivement, en tout cas, renseigner les variabilités entre les résultats. On pense notamment à intégrer à la fois les indicateurs de biodiversité aérienne et souterraine, parce qu'on trouve que la biodiversité des sols est très peu étudiée. Mais aussi prendre en compte le temps, parce qu'on sait qu'il y a très peu de données qui existent sur la dynamique des populations au niveau des toits. Voilà, on trouve que les sols des toits subissent effectivement une pédogénèse qui fait que effectivement la biodiversité peut être quantifiée. Donc c'est à prendre en compte effectivement. Et dernière petite chose, Sophie l'a déjà mentionné aussi, c'est étudier les toits mêlant à la fois par exemple différentes fonctions, notamment la combinaison des toitures végétalisées avec les toitures biosolaires ou panneaux photovoltaïques. Donc semble montrer effectivement des avantages synergiques. Donc, avec toutes ces perspectives de recherche, nous, on a voulu travailler sur plusieurs perspectives, notamment en essayant effectivement de travailler sur les effets des différents types de toitures végétalisées sur la biodiversité des sols. Et donc, un objectif premier, c'est surtout acquérir une meilleure connaissance de la biodiversité souterraine des toitures végétalisées et cultivées, mais aussi identifier les différences entre les types de toits végétalisés et la biodiversité des sols. Et donc, pourquoi les typologies de toitures végétalisées? Donc, Sophie aussi, elle avait présenté ça tout à l'heure. Donc, on va plutôt s'intéresser effectivement sur la partie sol. Donc, on voit que sur cette partie sol, donc il y a plusieurs profondeurs de substrat. Donc, on va parler plutôt des toitures extensives, donc des profondeurs de substrat inférieures à 12 cm, des toitures semi-intensives avec une profondeur de substrat intermédiaire entre 12 et 30 cm, et des toitures intensives, donc dont la profondeur de substrat dépasse les 30 cm. Et en termes de biodiversité des sols, donc quelle biodiversité on va s'intéresser, notamment c'est tout est une question de taille. Donc on va s'intéresser effectivement à la plus petite échelle qu'on va nommer par exemple les micro-organismes et la microfaune. Donc c'est des organismes micrométriques qu'on voit pas du tout à l'œil nu. Ensuite la partie intermédiaire, donc la mésofaune, on va regarder effectivement c'est des organismes qu'on voit difficilement à l'œil nu. Donc par exemple là, les colamboles, et la partie visible de la faune du sol, donc plutôt la macrofaune, notamment les vers de terre, les isopodes, les gastéropodes. Et donc effectivement, pourquoi on s'intéresse effectivement à cette biodiversité aussi, c'est aussi lié parce que cette biodiversité apporte des fonctions écologiques importantes pour les écosystèmes, notamment la production des biomasses alimentaires, le recyclage des éléments nutritifs ou la circulation du sol. Et donc, une fois qu'on a choisi effectivement notre biodiversité, donc effectivement, on va s'intéresser à la partie terrain. Donc, on a choisi 17 toitures végétalisées en Île-de-France. C'est des toitures qui ont une durée d'installation de plus de 2 ans, notamment des toitures extensives, des toitures semi-intensives et des toitures intensives. En plus de la profondeur des substrats, on s'est intéressé effectivement aux différents usages employés sur ces toitures, notamment des usages à vocation ornementale et des usages à vocation productive. Comme premier résultat, donc on va s'intéresser ici comme indicateur, donc par exemple le nombre d'individus qu'on va récolter. Donc ici, par exemple, on voit que les toitures extensives
vont avoir plus de micro-organismes et des microphones, mais beaucoup moins de macrophones. Les toitures semi-intensives vont avoir plus de macrophones et moyennement d'autres organismes comme mésophones, microphones ou micro-organismes. Et les toitures intensives, donc effectivement, on voit qu'il y a plus de macrophones et très peu de microphones. Donc ici, comme premier résultat, on peut dire que la profondeur du substrat va être corrélée à la taille des organismes. C'est-à-dire que plus on va avoir une profondeur du substrat élevée, plus on va avoir des organismes de grande taille et inversement des organismes de petite taille. Deuxième résultat, donc on a regardé donc les toitures productives versus toitures ornementales. On voit que sur les toitures productives, on voit beaucoup plus de micro-organismes et très peu de macrophones. Et les toitures ornementales, c'est plutôt le contraire. Donc ça s'explique par le fait que, par exemple, sur les toitures productives, donc il y a plus d'entretien. On sait très bien que la macrofaune est très sensible aux perturbations physiques, alors que, par exemple, la microfaune, donc le fait d'avoir plus de microphones dans les toitures productives, ça s'explique par le fait d'un apport fréquent de matières organiques. Donc ça a été effectivement publié pas mal de fois, notamment dans l'article de Sophie, je pense en 2018. Ensuite, on a quand même essayé de regarder très curieusement, donc j'ai été surpris de ces résultats sur la mésofaune. On voit un constat sur la mésofaune qu'il n'y a pas de variation au niveau de la mésofaune. Donc, on a voulu pousser effectivement cette réflexion en essayant de regarder les différences entre les toitures végétalisées et la mésofaune, donc notamment un organisme qu'on regarde beaucoup plus souvent, c'est les coulomboles. Donc, c'est des organismes qui ressemblent à ça. Et donc, ces coulomboles, on a regardé effectivement. Ça marche pas. On a regardé d'autres métriques, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser effectivement à la composition taxonomique de ces coulomboles. Et on a observé effectivement que les toitures extensives diffèrent beaucoup plus des autres toitures qu'on a pu observer. Donc, on voit que c'est lié effectivement à la composition d'espèces. On trouve que bon, je ne vais pas vous parler de ces espèces, mais il faut garder à l'esprit que c'est des espèces spécifiques qui vont résister effectivement à la dessiccation. Donc, on sait très bien qu'il y a sur les toitures extensives, on va avoir plus de choses au niveau de la dessiccation. Et on a voulu pousser effectivement ces réflexions sur la composition fonctionnelle, donc notamment la diversité fonctionnelle. Donc c'est des indicateurs qu'on va mesurer sur les individus. Donc on va prendre individu par individu, on va essayer de mesurer effectivement les différents traits sur ces organismes. Donc on retrouve effectivement les traits comme des organismes de grande taille, qui vont avoir une grande mobilité, très pigmentée, et qui vont avoir des organes sensoriels qui vont leur permettre effectivement d'être plus présents sur leur milieu. Donc, c'est des traits spécifiques des milieux perturbés qu'on va retrouver effectivement. C'est des espèces pionnières qui vont coloniser effectivement les milieux. Et donc, pour finir, effectivement, on s'aperçoit que les toits, c'est quand même sont des habitats pour la biodiversité des sols. Voilà. Et la profondeur du substrat, elle est liée effectivement à la taille des organismes du sol, et que les organismes du sol vont avoir des préférences en fonction des différents usages au niveau des toitures végétalisées et cultivées. Et voilà, la mésofaune, comme je viens de dire, la mésofaune varie en fonction de la composition taxonomique et fonctionnelle. Et l'étude des traits sur les organismes donc montre plus de précisions sur le rôle des organismes du sol. Et je vous remercie de votre écoute. Donc, je finis par cette phrase que j'aime bien. Installer les toits végétalisés, c'est quand même bien pour les villes. C'est un pari ambitieux, mais logique. Donc, vive les toitures végétalisées. Merci Sékou. Je vais laisser maintenant la parole à Mila, qui va nous présenter sa thèse. Bon, vous entendez beaucoup parler Sophie, en fait c'est un critère. Quand vous voulez travailler sur les toitures, il faut s'appeler Sophie, c'est pour ça, il y a plusieurs Sophie. C'est une obligation.
Bonjour, donc je m'appelle Mila Reynaud et je commence ma 2e année de thèse. Et je vais vous faire une petite diapo pour juste vous présenter mon sujet de thèse, le contexte et la problématique. Donc le domaine de ma thèse, c'est la morphologie urbaine et la biodiversité. Et plus particulièrement, moi, je vais travailler sur la forme des cités d'habitat collectif et leur impact sur la biodiversité des sols des jardins. Donc, pour le contexte de ma thèse, on a une population en ville qui augmente de plus en plus. Et donc, on sait que la densification urbaine, elle va augmenter aussi. Cette densification urbaine, elle peut provoquer une baisse des espaces de caractère de nature en ville. Pourtant, parce que c'est des espaces du coup qu'on va densifier, qui sont déjà denses vu qu'on est en ville. Pourtant, on sait que ces espaces, ils vont rendre des services écosystémiques. Et on observe aussi une demande de nature de la part des citadins de plus en plus forte. Il faut donc continuer d'intégrer la nature dans les projets d'aménagement urbain pour y augmenter, par exemple, la connectivité écologique et rendre de plus de services écosystémiques. On l'a déjà vu en ville via la politique de la trame verte et bleue que vous connaissez sûrement. Donc moi, la problématique de ma thèse, c'est quels sont les impacts des formes urbaines des cités d'habitat collectif sur la biodiversité des sols des jardins, afin de pouvoir répondre en donnant des conseils et des recommandations dans la construction de nouveaux projets de logements collectifs, afin de maximiser la biodiversité et donc de maximiser la connectivité écologique en ville. Donc j'ai 2 sous-questions. Une première sous-question qui va traiter de la morphologie. Donc je vais comparer des sites qui ont une morphologie, une forme différente. Donc par exemple, j'ai eu 3 groupes que j'ai commencé à créer. Donc un premier groupe où on va aller étudier les jardins qui sont plutôt entourés par le bâti et isolés à l'intérieur du bâti. Ensuite, un groupe que vous voyez ici où c'est plutôt des bars et des tours d'immeubles qui sont plutôt entremêlés dans des zones de nature et de jardin. Et un dernier groupe qui est plutôt un mix entre les 2 premiers groupes que je vous ai parlé. Ensuite, j'ai une deuxième sous-question qui va traiter de la dynamique et des flux au sein des jardins et de l'impact de la gestion sur la biodiversité des sols des jardins, avec comme question: est-ce que les nouveaux projets de construction de ces cités d'habitat collectif permettent l'installation de la biodiversité et son installation dans le temps? Donc là, je vais aller étudier sur une nouvelle construction qui vient juste d'être construite, l'évolution et la colonisation de la biodiversité du sol dans les jardins, donc avec des gestions qui sont différentes, qui vont être par exemple le paillage ou simplement de la pelouse, et à des localisations différentes, que ça soit à l'extérieur du jardin, du bâti ou au premier étage, à l'intérieur de la construction. Donc moi, pour ma thèse, quand je parle d'étudier la biodiversité, je vais m'occuper de regarder 2 bioindicateurs de la faune du sol. Un, donc le colembole, la mésofaune du sol que vous voyez en photo ici, et le deuxième, les nématodes, la microfaune du sol, et aussi on va intégrer tout ce qui est biomasse microbienne. Donc voilà pour la présentation de ma thèse. J'ai pas encore de résultats parce que je viens juste de commencer à préparer le terrain. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer un peu le contexte et les questions de recherche. Merci Mila. Et si vous habitez en petite couronne parisienne dans une résidence collective, n'hésitez pas à aller voir Mila. Elle est en recherche de sites d'études. Et du coup, je vais laisser maintenant la parole à Clémentine Decroix de la FOP. Normalement, il fallait juste cliquer sur l'image, elle m'avait dit. Ah. Parce que je l'ai envoyé en PDF. Oui. Oui, c'est ça, comme toi, apparemment. Bah, normalement, elle m'avait dit que je cliquais dessus, ça a marché tout à l'heure. Mais je crois qu'avec Tania, comme on l'a envoyé toutes les deux en PDF. Mais pourquoi l'avoir envoyé en PDF? Je sais pas, ça change pas la mise en page. Étiquette, démarrer. Alors, on va y arriver. Tania. Ouais, c'est bon. On va y arriver.
Partager peut-être. Ah oui. Afficher, ouais. C'est possible ça? C'est ça? Ouais. C'est bon? Bah du coup ça s'est pas mis en plein écran. Mais je pense que t'étais bien sur afficher. Je pense que c'est bien sur afficher, non? Juste en dessous. Non, c'est ce que j'ai fait. Non, je pense que... Ça va bien, je pense. Nickel. Ok. Bon, merci Sophie. Donc, comme Sophie le disait, donc Clémentine Decroix, je travaille actuellement à l'Association française de l'agriculture urbaine et auparavant, eh bien, je faisais partie de l'équipe Ecosys, dont vous avez vu pas mal de personnes déjà. Donc aujourd'hui, je vais revenir en fait sur mon stage de fin d'études, dont le sujet était la perception de la biodiversité dans l'agriculture urbaine. Donc là, on était plutôt sur une recherche en sociologie. Alors, je vais vous présenter du coup ce sujet. Et pour introduire le sujet, je voulais vous présenter 2 images. Donc, une à gauche qui représente les jardins familiaux de Chevilly-Larue et une autre à droite donc qui représente la toiture maraîchère de l'Opéra Bastille, donc en plein cœur de Paris, dans le 12e. Et donc 2 images avec 2 espaces et fonctions différentes. Donc d'une part, une production ouvrière sur la gauche dans les jardins familiaux et d'autre part, plutôt une production, une fonction productive marchande sur la toiture maraîchère. 2 espaces également avec des supports différents, donc à la fois en pleine terre pour les jardins familiaux, en tout cas dans ce cas de Chevilly-Larue, et à droite plutôt un support hors sol, donc en toiture, et également 2 images avec 2 acteurs et actrices, ce type d'acteurs impliqués. Donc les jardins familiaux, donc l'idée c'est vraiment d'avoir des collectifs d'individus qui vont cultiver des parcelles pour leur propre subsistance, et la toiture maraîchère qui a été à la fois mise et gérée par notamment une entreprise agriculture urbaine qui s'appelle Topager. Donc, je vous pose la question, on n'aura pas forcément le temps de faire un tour de table parce qu'on est beaucoup, mais justement, l'idée, c'est de savoir entre ces 2 images, ou de manière générale sur ces 2 images, est-ce que ces lieux paraissent ou non être propices à la biodiversité? Eh bien, c'est la question à laquelle j'ai travaillé pendant 6 mois. Pour répondre à cette question, donc l'étude s'est réalisée sur 6 mois en 2022. Et donc l'idée, c'était vraiment d'interroger les acteurs et actrices de l'agriculture urbaine sur comment ils percevaient la biodiversité dans l'agriculture urbaine, donc à la fois dans les jardins et dans les fermes urbaines. Donc cette étude, elle a été réalisée dans le cadre de mon master au Muséum d'histoire naturelle, au sein notamment de l'équipe Ecosys, donc en lien avec AgroParisTech, la DIVET, l'INRAE et la chaire d'agriculture urbaine. Donc, avant de vous présenter quelques résultats, je voulais juste faire un petit retour sur des éléments de définition pour qu'on parle tous de la même chose. Donc, notamment, quand je parle d'agriculture urbaine, qu'est-ce qu'on entend derrière? Vous l'avez peut-être compris dans mon préambule, mais on a quand même différentes formes d'agriculture urbaine en tant que telle, que l'on peut regrouper sous 3 familles, donc les jardins collectifs, donc là qui vont être gérés par des groupes d'individus. Dans ce type d'espace, eh bien, on va avoir de la production, mais celle-ci va être autoconsommée, donnée ou encore partagée. Et ensuite, on a 2 types de fermes urbaines. Donc les fermes urbaines marchandes, où là, il va y avoir de la production, donc ça va être l'activité principale, où on va avoir de la production et de la vente de produits alimentaires ou non, qui va les différencier du coup des micro-fermes urbaines participatives, où là, on va avoir vraiment plutôt une diversité d'activités. On va pas forcément mettre seulement les mains dans la terre dans ce type d'espace, mais aussi faire tout un tas d'autres activités, donc liées au culturel, à des activités sportives, etc. Je parle également des acteurs et actrices de l'agriculture urbaine dans ma problématique. Donc, autour en fait du sujet de l'agriculture urbaine, on va voir qu'il y a vraiment
une diversité d'acteurs qui vont être investis sur ces questions-là. Donc déjà, les personnes qui cultivent, animent et jardinent ces espaces, donc les agriculteurs, agricultrices, urbains et urbaines, des institutions publiques telles que les collectivités, du grand public qui peuvent être des bénévoles, également des futurs porteurs de projets, des organismes de formation et de recherche comme la chaire d'agriculture urbaine ou bien des propriétaires fonciers. Dans le cadre de l'étude, on n'est pas allé interroger tous ces acteurs, ça faisait quand même déjà beaucoup. On a quand même sectorisé déjà dans un premier temps un territoire, puisque l'étude s'est réalisée en Île-de-France. Et puis, on a vraiment aussi focus sur plusieurs types d'acteurs. Donc, tout d'abord, ceux qui animent, jardinent ces espaces-là, donc à la fois des associations et entreprises en agriculture urbaine, des propriétaires fonciers, donc avec notamment plutôt des bailleurs sociaux qui ont été interrogés, et surtout vraiment un focus sur les collectivités, donc via l'enquête auprès d'élus et d'agents techniques. Et donc au total, ça a fait 40 acteurs et actrices enquêtés en Île-de-France, dont 24 communes. Donc on avait derrière cette enquête deux objectifs. D'une part, pour évaluer la prise en compte, la perception de la biodiversité dans les lieux d'agriculture urbaine, et un deuxième objectif qui était d'identifier s'il y avait des indicateurs qu'ils utilisent déjà et ou bien qu'ils auraient besoin d'utiliser pour prendre en compte cette biodiversité. Donc pour répondre à ces deux objectifs, la première étape a été de réaliser un inventaire des lieux d'agriculture urbaine en Île-de-France. Donc aujourd'hui, maintenant, il existe un observatoire de l'agriculture urbaine qui est une plateforme collaborative. Mais à l'époque, en 2022, il fallait faire ça à la main. Donc ça m'a pris beaucoup de temps. Mais du coup, on a pu réaliser un inventaire, notamment à travers les 3 formes que je vous ai présentées juste avant. Et on a pu recenser 675 projets lieux d'agriculture urbaine sur 111 communes. Les résultats nous ont montré qu'il y avait 80% de ces lieux recensés qui étaient des jardins collectifs. Et également, on peut le voir sur la carte, qu'il y avait quand même une concentration assez importante sur Paris, puisque 30% des lieux recensés étaient localisés dans la capitale, mais aussi autour de la ville de Paris, dans la petite couronne, notamment dans le nord-est. Donc en fait, on est vraiment parti de ce premier constat que les lieux d'agriculture urbaine, finalement, en fait, ils sont localisés en fonction d'un gradient de densité urbaine. Et donc, c'est pour ça qu'on a choisi d'interroger des communes selon leur densité démographique afin de rendre compte de ces dynamiques territoriales. Donc, au total, comme je vous l'ai dit, il y a 24 communes qui ont été interrogées, dont 21 localisées dans des fortes densités et 3 plutôt dans des densités faibles ou intermédiaires. Ces acteurs et actrices, ils ont été interrogés selon un protocole avec une grille semi-directive pour répondre à nos différentes hypothèses. Donc la première partie s'intéressait plutôt à la notion de biodiversité de manière générale. Et la deuxième partie, là, on était vraiment plutôt dans l'optique d'interroger leur motivation à mettre en place ce type d'espace, donc d'agriculture urbaine sur leur territoire. Alors, quels ont été les résultats de cette enquête ? Déjà, le premier résultat a montré que l'apport de la biodiversité est une fonction qui est conscientisée par les acteurs, mais celle-ci, elle est sous-jacente. En effet, lorsqu'on a demandé aux interrogés quelles solutions ils mettaient en place pour favoriser la biodiversité de leur territoire, on peut voir que dans 63% des cas, ils nous ont répondu de manière directe l'agriculture urbaine. Alors, bien que la biodiversité, elle a été conscientisée en tant que fonction, comme je vous le disais au tout début, celle-ci, elle apparaît sous-jacente. Puisque suivant le type de décideur interrogé, on va retrouver en fait d'autres fonctions qui sont plus prégnantes. Donc, par exemple, les communes... j'ai été un peu vite. Les communes répondent avant tout à la demande finalement des habitants, donc vraiment une valeur sociale. Les bailleurs sociaux également répondent avant tout au confort de leurs locataires et pour eux, l'agriculture urbaine est vraiment vue comme un médium pour développer le lien social entre les locataires et également tout ce qui est sensibilisation à l'alimentation.
Enfin, les entreprises d'agriculture urbaine qui s'apparentent notamment à des bureaux d'études, ils intègrent la préservation de la biodiversité au même titre que la résilience climatique et l'éducation à l'alimentation. Le second résultat qui a été mis en avant est qu'il existe une différence de perception entre la biodiversité urbaine et la biodiversité dans l'agriculture urbaine. Donc ce tableau qui est présenté juste ici, il fait suite à l'analyse des discours. Donc les pourcentages qui sont présentés ici correspondent aux organismes du vivant évoqués selon les interrogés, soit lorsqu'ils parlaient de biodiversité urbaine ou bien lorsqu'ils parlaient de biodiversité dans l'agriculture urbaine. Donc déjà, de manière significative, on voit que dans les deux cas, eh bien, c'est vraiment la flore qui est majoritairement évoquée. On remarque cependant quelques différences. Donc notamment, la biodiversité urbaine est plutôt davantage perçue pour accueillir davantage les vertébrés. Donc il y a eu pas mal de notions, de termes comme rat, chauve-souris, etc., qui ont été mentionnés. Et la biodiversité dans l'agriculture urbaine, elle va être davantage assimilée aux arthropodes, du fait notamment de tout ce qui est auxiliaire de culture, avec les pollinisateurs, etc. Quant à la faune du sol, eh bien, on se rend compte qu'elle est mieux représentée dans les lieux d'agriculture urbaine par rapport à la biodiversité urbaine, puisque en fait, cultiver en ville nécessite de ce fait d'avoir un sol vivant. Donc la biodiversité du sol, elle va être attachée à plusieurs techniques, notamment de culture, qui vont avoir vocation à préserver ce sol vivant. Donc à la fois des outils type Brunilette ou également vraiment des concepts comme la permaculture, des méthodes en tant que telles. Alors cette prise en compte, cette conscientisation reste cependant à nuancer, puisque même si 33% des interrogés évoquent le sol en tant qu'élément de biodiversité en agriculture urbaine, les termes sont quand même généraux et assez flous. Les interrogés parlent de vie du sol, de faune du sol, voire de préservation du sol. Je fais un parallèle avec la présentation juste avant de Sékou, on va pas jusqu'à la mésofaune, les colamboles, etc. Donc c'est quand même assez généraux et flous. De plus, on voit qu'il y a souvent en fait la notion d'étude du sol qui est mentionnée, mais plus en lien avec des études de contamination que par rapport à ses propriétés biologiques en tant que telles. Enfin, l'enquête a permis également de mettre en exergue que la biodiversité dans l'agriculture urbaine, elle est encore peu étudiée. Donc là, l'étude, elle date de il y a 3 ans. Donc j'imagine qu'il y a eu plusieurs études depuis qui ont pu être réalisées. Donc l'histogramme suivant synthétise le type d'agriculture urbaine mis en œuvre par chaque type d'acteur interrogé et la mise en place d'études ou non. Alors, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Déjà, d'une part, que les jardins collectifs, c'est quand même le type de lieu d'agriculture urbaine qui est quand même le mieux connu et le plus développé. Et on observe également que les micro-fermes urbaines participatives, elles sont quand même moins connues, mais elles présentent davantage en fait d'études au sein même de ces lieux. Donc sur les 40 décideurs interrogés, il y en a seulement 13 qui ont connaissance ou qui mettent en place des études de biodiversité dans les lieux d'agriculture urbaine de leur territoire. Donc si on regarde de manière un peu plus près dans quel cadre ont été réalisées ces études, on voit qu'elles ont été réalisées soit dans le cadre de sciences participatives, soit de démarches réglementaires type études d'impact au sein même de clauses de financeurs, ou bien par rapport notamment au foncier en tant que tel avec les baux agricoles, ou bien vraiment à la demande d'instituts spécialisés. Donc notamment par exemple AgroParisTech, qui cherche également des lieux d'expérimentation pour faire ces études. Alors dans une optique de mettre en place des études, en tout cas de faciliter la diffusion de ces études et la possibilité d'en faire, il a été également demandé aux interrogés quelles étaient leurs attentes. En fait, déjà, est-ce que c'était une attente d'avoir de ce type d'études, et également les limites pour la mise en place de ce genre de processus. Donc ces résultats, ils sont représentés dans une analyse factorielle de correspondance qui est projetée juste ici. Et donc cette méthode, elle permet d'analyser plusieurs variables qualitatives et de pouvoir en sortir des typologies. Donc ce que l'on peut remarquer, c'est, donc là on va se concentrer notamment sur les communes,
que en fait les communes interrogées, elles sont positives à la mise en place de ces études, mais qu'elles évoquent notamment l'utilisation de sciences participatives pour en fait faire face un peu à certaines limites qu'elles peuvent rencontrer. Donc enfin par rapport à notamment des moyens humains, les compétences aussi quand même assez spécifiques qu'elles ne peuvent pas forcément avoir en interne, les moyens financiers et aussi le manque aussi de recul qu'elles peuvent avoir sur la finalité de ces études. Donc pour conclure la présentation, je vais rebondir notamment sur le dernier résultat que je vous ai présenté, qui montre voilà, que les sciences participatives, elles peuvent être une solution pour pallier à la fois au manque de moyens humains, financiers, évoqués juste avant par les communes. Il y en a notamment 3 cas en fait, qui évoquent ce type de solution. Et puis dans le cadre de l'agriculture urbaine, elle a quand même, enfin ce type de processus ont quand même le double avantage de fournir à la fois des données relativement fiables et à faible coût pour évaluer les effets de l'agriculture urbaine sur la biodiversité, mais aussi de sensibiliser à la fois les agriculteurs urbains, les jardiniers dans ces espaces. D'autre part, on a essayé de mettre en exergue également des facteurs qui pouvaient influencer la perception de cette biodiversité. Et donc, on a utilisé une classification hiérarchique ascendante qui permet de regrouper les communes notamment en fonction de la similarité de leurs réponses. Et donc, on a pu montrer 2 facteurs potentiels d'influence. Donc, tout d'abord, la distance à la ville. Puisqu'on remarque sur le groupe 2 que les communes qui sont présentes dans ce groupe, en fait, elles sont toutes situées en frange urbaine. Ensuite, le deuxième facteur d'influence, ça va être également la couleur politique de la commune, voire en fait c'est aussi relié à l'histoire ouvrière de la ville, puisque le groupe rouge, par exemple, présente des réponses similaires, mais surtout un nombre important de lieux d'agriculture urbaine au sein de leur commune. Donc hérité d'un passé ouvrier où en fait ces jardins, ces fermes encore présentes sont l'héritage, un patrimoine de leur territoire. Alors enfin, pour revenir sur nos objectifs et conclure la présentation, donc on a pu il y a quelques années du coup répondre à notre objectif 1 en montrant que l'apport de la biodiversité est une fonction conscientisée, oui, mais sous-jacente, puisque l'agriculture urbaine, elle va avoir aussi tout un tas d'autres fonctions, notamment attribuées sociales, à l'éducation, à l'alimentation, à l'environnement. L'enquête également a montré que la biodiversité du sol, elle va être mieux conscientisée dans l'agriculture urbaine, mais celle-ci, elle reste quand même assez floue. Et enfin, pour l'objectif 2, donc il est en partie rempli. On a pu faire un état des lieux des études qui avaient pu être réalisées et qui étaient connues par les interrogés. Mais voilà, on se rend compte que c'est pas systématiquement des études qui sont réalisées. Et puis c'était assez en fait compliqué d'en sortir des indicateurs très précis puisque les acteurs interrogés n'étaient pas non plus des experts sur la question. Donc voilà. Je vous remercie pour votre attention et surtout de m'avoir invité pour ce séminaire.